L'air d'octobre 1972 avait ce tranchant particulier, une promesse de froid qui mordillait les joues et faisait rougir les nez. C'était un froid vivifiant, intellectuel, qui semblait balayer les dernières langueurs de l'été et nous pousser vers les amphithéâtres surchauffés et les cafés enfumés où se refaisait le monde. Ce jour-là, sur les marches de la faculté de lettres de l'université de Bellerive, nous étions une douzaine, figés pour l'éternité par le déclic de l'appareil photo de Pascal. L'éternité, quelle blague! Pour l'un d'entre nous, elle ne durerait même pas 24 heures. Pascal, avec ses cheveux longs et son obsession pour le grain de la pellicule Tri-X, nous avait rassemblés. Pour la postérité, avait-il crié, son œil collé au viseur de son Minolta. Le comité d'action révolutionnaire, promotion 72, imaginez nos têtes dans 50 ans. Nous avions ri. 50 ans, c'était l'âge de nos parents. Un horizon si lointain qu'il en devenait abstrait, presque comique. Nous étions jeunes, invincibles, et persuadés que nos idéaux allaient au pavé les avenues du futur. Au centre de la photo, comme toujours, il y avait Julien. Il était notre soleil noir, notre centre de gravité. Grand, le regard d'un bleu acier qui semblait toujours chercher une vérité cachée derrière les apparences, une mèche de cheveux bruns tombant avec une arrogance étudiée sur son front. Il avait le verbe haut, la citation facile, et une confiance en lui qui confinait à l'insolence. Il était le leader de notre petit groupe de militants, celui qui haranguait les assemblées générales, qui citait Marx et Debord, avec une aisance déconcertante. Sur la photo, il ne sourit pas vraiment. Il arbore ce demi-sourire en coin, un air de défi permanent lancé à la face du monde bourgeois. Sa main est posée, presque possessivement, sur l'épaule d'Élise. Élise, juste à côté de lui, elle est la seule à ne pas regarder l'objectif. Son regard est perdu vers la gauche, vers le parc dont les arbres perdèrent leurs feuilles d'or et de pourpre. Elle semble pensive, une lueur de mélancolie dans ses yeux verts. Ses longs cheveux blonds sont tirés en arrière, révélant la finesse de son cou. Élise était notre muse, notre conscience. Là où Julien était le feu et l'action, elle était la réflexion, le doute. Leur débat était légendaire, des joutes verbales qui pouvaient durer toute la nuit, oscillant entre la philosophie politique et une tension amoureuse que tout le monde pouvait sentir. Julien la désirait, c'était une évidence. Mais Élise restait insaisissable, un territoire qu'il ne parvenait pas à conquérir totalement, et cela, je crois, le rendait fou. Je suis juste derrière eux, légèrement en retrait. Alain, le chroniqueur, l'observateur silencieux. Sur le cliché, j'ai l'air de ce que j'étais, un satellite en orbite autour de Julien. Mon amitié pour lui était un mélange complexe d'admiration sincère et de jalousie latente. J'admirais son audace, sa culture, sa capacité à galvaniser les gens, mais je jalousais l'attention qu'il recevait, particulièrement celle d'Élise. Je souris timidement, mes lunettes rondes reflétant le ciel gris. J'ai l'air d'un figurant dans une histoire qui ne m'appartient pas. Si seulement j'avais su à quel point j'allais en devenir un acteur malgré moi. À l'extrême droite du groupe, les bras croisés, se tient Marc. Le visage fermé, la mâchoire serrée. Marc était le rival. Issu du même moule intellectuel que Julien, il contestait son leadership à chaque occasion. Leurs affrontements n'étaient pas seulement idéologiques, Marc prônait une ligne plus pragmatique, moins romantique que celle de Julien, ils étaient personnels. Une lutte de coq pour le contrôle du territoire symbolique de notre petit univers militant. Sur la photo, son regard noir est fixé sur Julien, une intensité qui, rétrospectivement, me glace le sang. Il ne voit personne d'autre. C'est le regard d'un prédateur, ou peut-être simplement celui d'un jeune homme frustré de vivre dans l'ombre d'un autre. La frontière est parfois mince. Les autres visages sont un flou de sourire et d'espoir de l'époque. Il y a Sophie et son pull afghan, Jean-Pierre qui lève le poing, symbole un peu cliché de notre engagement. Nous sommes un tableau parfait de la jeunesse politisée de l'après-mai 68. L'image est belle, presque iconique. Elle ment effrontément. Elle cache les fissures, les rancœurs, les secrets qui couraient sous la surface de notre camaraderie. « Allez, ne bougez plus !» cria Pascal. Le déclic sonna, sec et définitif. Le moment était immortalisé. La pause se brisa instantanément. Le groupe s'anima, les rires fusèrent. « On va boire un verre au progrès ?» lança Julien, sa voix couvrant les autres. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Il avait déjà commencé à descendre les marches, entraînant Élise par la main. Marc ricana. Certains vont célébrer leur future victoire, d'autres vont travailler. J'ai un exposé à finir pour demain. Le travail, c'est l'aliénation, camarade, rétorqua Julien sans se retourner. Tu devrais relire tes classiques. Et l'oisiveté, c'est le privilège des fils de médecins qui jouent à la Révolution. Siffla Marc, assez bas pour que seule une poignée d'entre nous l'entende. Ce fut la première détonation de la soirée. Une simple escarmouche verbale, comme il y en avait tant eu. Je vis le dos de Julien se raidir, mais il ne répondit pas. Il se contenta de resserrer sa prise sur la main d'Élise, qui jeta un regard inquiet par-dessus son épaule, vers Marc puis vers moi. Je haussai les épaules,
impuissants. La tension était notre pain quotidien, le carburant de nos débats. Nous ne savions pas encore qu'elle pouvait aussi être celui de la haine. Le groupe se scinda. Marc partit seul dans la direction de la bibliothèque, son sac en bandoulière semblant peser 1 tonne. Les autres se dispersèrent, promettant de se retrouver plus tard. Je me joignis à Julien, Élise et Pascal, qui rembobinait fièrement sa pellicule. Le trajet jusqu'au café Le Progrès fut empli des paroles de Julien. Il parlait de la prochaine assemblée, d'un tract à rédiger contre la réforme universitaire, de la complaisance de la bourgeoisie. Il était brillant, infatigable. Pendant qu'il parlait, j'observais son interaction avec Élise. Il la tenait toujours par la main, mais elle semblait ailleurs. Son silence était un contrepoint étrange à la logorée de Julien. À un moment, nos regards se croisèrent, et pour une fraction de seconde, je crus déceler dans ses yeux une sorte d'appel. Une fatigue. Mais l'instant passa, et elle reporta son attention sur le discours de Julien, hochant la tête au bon moment. C'était leur danse, un ballet complexe que je ne comprenais qu'à moitié. Cette photo, je l'ai aujourd'hui devant moi, posée sur mon bureau. Un carré de papier jauni par les décennies, un artefact d'un monde disparu. Je la regarde, et je vois des fantômes souriants. Je vois la victime, débordante de vie, ignorant que son temps était compté en heures. Et je vois l'assassin, son visage mêlé aux autres, partageant le même air, la même lumière d'automne, le même mensonge collectif. Il est là, sur le papier glacé, et son secret est encore intact. Ce n'est qu'une photo de groupe, une image d'amitié et d'avenir, le plus parfait, le plus terrible des mensonges. Le café Le Progrès n'était pas qu'un simple débit de boisson. C'était notre quartier général, notre agora, notre confessionnal. Un sanctuaire à l'odeur persistante de café filtre, de gauloise et de papier journal. Les murs, jaunis par des décennies de fumée et de débats passionnés, étaient recouverts de vieilles affiches de concerts et de manifestations. Chaque table en bois portait les cicatrices de nos conversations enflammées, des cercles de verres humides, des noms gravés au couteau, des taches d'encre. En entrant ce soir-là, nous avons été enveloppés par cette chaleur familière, un cocon qui nous protégeait du monde extérieur, ce monde que nous étions si déterminés à changer. Nous avons pris notre table habituelle, la plus grande, celle du fond, sous le portrait en noir et blanc de Jean Jaurès, dont le regard semblait nous juger avec une bienveillance fatiguée. Pascal, euphorique, parlait déjà du développement de sa pellicule, imaginant le contraste parfait, le grain qui donnerait à notre groupe une aura historique. Julien, quant à lui, avait déjà chassé de son esprit l'escarmouche avec Marc. Il était passé à autre chose, ou du moins, il en donnait l'impression. Il commanda un pichet de vin rouge pour la table et se lança dans une analyse brillante de la situation politique nationale, déconstruisant le dernier discours du Premier ministre avec une précision chirurgicale. Je l'écoutais, fasciné comme toujours. Il avait ce don de rendre intelligibles les concepts les plus complexes, de tisser des liens entre l'histoire et l'actualité. Mais ce soir, mon attention se portait moins sur ses paroles que sur la dynamique silencieuse entre lui et Élise. Assise à côté de lui, elle remuait distraitement son café avec une petite cuillère. Julien, tout en parlant, gardait une main sur le dossier de sa chaise, un geste anodin qui créait une barrière invisible autour d'elle. À un moment, elle tenta d'intervenir. « Mais Julien, tu ne penses pas que la question syndicale est plus… » Il ne la laissa pas finir. « J'y viens, Élise, j'y viens. » Chaque chose en son temps. Il lui fit un sourire qui se voulait affectueux, mais qui sonnait comme une réprimande. Le visage d'Élise se ferma. Elle reposa sa cuillère et se mura dans un silence que je lui connaissais bien, une forteresse intérieure où personne, pas même Julien, ne pouvait la rejoindre. Je sentis le malaise s'installer. C'était un jeu de pouvoir subtil mais constant. Julien l'admirait. Il avait besoin de son intelligence pour affûter la sienne, mais il ne supportait pas qu'elle lui échappe. Il la voulait comme un miroir de sa propre grandeur, pas comme une entité indépendante. Pascal, absorbé par ses considérations techniques, ne remarqua rien. Mais moi, je voyais la fissure s'agrandir. Je voyais la lassitude dans les épaules d'Élise. Pour rompre le charme, je me tournai vers elle et lui demandai à voix basse « Et ton mémoire sur Rosa Luxembourg, ça avance ?» Elle sembla reconnaissante de cette diversion. Un vrai sourire illumina son visage pour la première fois de la soirée. « Oui, plutôt bien. J'ai trouvé des lettres inédites à la bibliothèque. C'est passionnant. » Elle avait une vision tellement plus nuancée que la façon dont on la présente souvent. Julien s'arrêta net au milieu d'une phrase. Le silence tomba sur notre table. Son regard bleu acier passa d'Élise à moi, chargé d'un reproche glacial. On parlait de quelque chose d'important, Alain. Le mémoire d'Élise peut attendre. Tout est politique, Julien. Même un mémoire, répondit-elle doucement, mais avec une fermeté qui me surprit. Ne joue pas à ça avec moi, Élise, dit-il, sa voix baissant d'un ton, devenant plus dur. Ne déforme pas mes propos. C'est à cet instant précis que la porte du café s'ouvrit dans un courant d'air froid et que Marc entra. Il balaya la salle du regard, ses yeux s'arrêtant sur notre table avec une sorte de détermination sombre. Son excuse d'un exposé à finir n'avait trompé personne.
Il ne pouvait pas rester sur une défaite, même mineure. Il était venu pour la deuxième manche. Il s'approcha de notre table, mais resta debout. Il ne nous salua pas. Il s'adressa directement à Julien. « Alors, on refait le monde entre 2 verres de rouge? Toujours aussi facile. La révolution, quand on est assis bien au chaud. » Julien leva lentement les yeux vers lui. Un sourire mauvais étira ses lèvres. « Regarde qui est là, le prolétaire en chambre. L'exposé est fini? Ou la simple pensée de l'effort t'a épuisé? » L'atmosphère du progrès se figea. Les conversations aux tables voisines baissèrent d'un ton. Tout le monde nous connaissait la rivalité entre les 2 hommes. Ils assistaient au début d'un spectacle familier, mais qui ce soir semblait différent, plus lourd. « Ma pensée, au moins, ne se noie pas dans des slogans creux, » rétorqua Marc, ses poings serrés le long de son corps. « Tu parles de libération, mais tu es le premier à vouloir tout contrôler. Les gens, les idées, et même les femmes. » Son regard dévia une seconde vers Élise, qui baissa les yeux, le visage blême. Ce fut le coup de trop. Julien se leva d'un bond, sa chaise raclant bruyamment le sol. Il n'était plus grand que Marc, mais il se tenait d'une manière qui lui donnait l'avantage. « Répète un peu ça. » Sa voix était un murmure menaçant. « Tu as très bien entendu, » continua Marc, enflammé par le défi. « Tu es un tyran, un petit Napoléon de l'Assemblée générale. Tu te sers de l'idéologie pour nourrir ton ego démesuré. Les gens comme toi ne libèrent personne. Ils remplacent une cage par une autre. Et toi, cracha Julien, qu'est-ce que tu es, toi, un petit bourgeois effrayé par sa propre ombre? Tu critiques l'action parce que tu es incapable d'agir. Tu te caches derrière un pseudo-pragmatisme parce que tu n'as ni le courage ni l'envergure de te battre pour une vraie cause. Tu n'es rien. L'insulte flotta dans l'air saturé de fumée. Le visage de Marc devint pourpre. Je le vis trembler de rage. Pendant un instant, je crus qu'il allait le frapper. Au lieu de ça, il fit un pas en avant et ses mots sortirent, bas, sifflants et chargés d'un venin qui me fit frissonner. Un jour, quelqu'un te fera taire pour de bon, Julien. Tu parles tellement que tu finiras par te noyer dans tes propres paroles. Et ce jour-là, personne ne te pleurera. Sur ces mots, il tourna les talons et sortit du café aussi brusquement qu'il y était entré, laissant derrière lui un silence de mort. Julien resta debout un moment, le souffle court, les poings toujours serrés. Puis, il tenta de briser le silence par une pirouette. Il éclata d'un rire forcé. Pauvre garçon, la frustration le dévore. Il se rassit et remplit son verre d'une main légèrement tremblante. Allez, à la révolution, malgré les envieux. Mais le cœur n'y était plus. La soirée était brisée. Le venin de Marc avait empoisonné l'atmosphère. Pascal tentait de faire une blague, mais elle tomba à plat. Élise se leva. « Je suis fatiguée. Je crois que je vais rentrer. Je te raccompagne, » dit immédiatement Julien, déjà sur ses pieds. « Non, » dit-elle fermement. « Je préfère être seule. J'ai besoin de marcher. » Elle nous adressa un petit salut de la main, à Pascal et à moi, évitant le regard de Julien, et elle partit, sa silhouette disparaissant dans la nuit d'octobre. Julien la regarda partir, le visage impénétrable. La soirée qui avait commencé sous le signe de la postérité et de la camaraderie venait de s'achever dans le fiel et l'isolement. Chacun était reparti de son côté. La photo de groupe était déjà un lointain souvenir. Nous ne savions pas encore quelle était la dernière image de nous tous, vivants et encore entiers. Je suis restée seule à la table du progrès pendant un long moment après que Julien s'est précipité dehors à la suite d'Élise. Le pichet de vin était à moitié vide, les cendriers débordaient et l'odeur de la dispute flottait encore dans l'air, âcre et tenace. Le brouhaha du café avait repris son cours normal, mais pour moi, le silence laissé par mes amis était assourdissant. La violence des mots de Marc, le désespoir muet d'Élise, l'arrogance blessée de Julien, les pièces de notre puzzle amical s'étaient subitement désassemblées. J'ai payé la note, laissant Pascal à ses calculs de temps de développement, et je suis sortie dans la nuit. Le froid d'octobre m'a saisie. Un brouillard léger montait de la rivière, s'enroulant autour des lampadaires et donnant à la ville des allures de décor de cinéma. Les rues pavées de la vieille ville, habituellement si pleine de vie, étaient même presque désertes. Le son de mes propres pas résonnait de manière inquiétante contre les façades des bâtiments endormis. Je marchais sans but précis, laissant mes pensées dériver. La menace de Marc n'était-elle qu'une bravade? Une simple posture pour sauver la face après l'humiliation publique? Probablement. Nous étions des étudiants, pas des gangsters. Nos armes étaient les mots, les concepts, pas les poings. Ou pire encore. Pourtant, je ne parvenais pas à chasser de mon esprit la haine pure que j'avais vue dans ses yeux. C'était quelque chose de primitif, de viscéral, qui transcendait nos habituelles joutes intellectuelles. Je pensais aussi à Élise. Sa décision de partir seule n'était pas un caprice. C'était une déclaration d'indépendance. Un acte de rébellion silencieuse contre l'emprise de Julien.
Je l'imaginais marchant dans ces mêmes rues, cherchant dans le froid de la nuit un espace pour respirer, loin de l'atmosphère suffocante de notre groupe. Mon errance m'avait conduit vers le pont Saint-Pierre, cette arche de pierre qui enjambait la rivière Noire, et c'est là que je l'ai vue, Élise. Elle était debout au milieu du pont, accoudée au parapet, le visage tourné non pas vers la ville illuminée, mais vers l'aval, là où l'eau se perdait dans l'obscurité. Sa silhouette se découpait sur le halo brumeux d'un lampadaire. Elle était parfaitement immobile. Je me suis arrêtée dans l'ombre, le cœur battant. J'ai eu l'envie de l'appeler, de m'approcher, de lui demander si tout allait bien. Mais quelque chose m'a retenue. Il y avait dans sa solitude une sorte de dignité tragique, une bulle de chagrin que je n'osais pas percer. Était-elle en train de pleurer? Attendait-elle quelqu'un? Ou contemplait-elle simplement le vide? Je suis restée là quelques minutes, simple spectateur invisible de sa détresse, avant de faire demi-tour à pas de loup, avec le sentiment coupable de l'abandonner. Cette image d'elle, seule sur ce pont, allait me hanter. De retour dans ma misérable chambre de bonne, sous les toits, je n'ai pas trouvé le sommeil. Les événements de la soirée tournaient en boucle dans ma tête. J'ai tenté de lire, mais les lignes de Sartre se brouillaient devant mes yeux. J'ai essayé d'écrire un article pour notre journal étudiant, mais les mots me semblaient vains, déconnectés de la réalité brutale des émotions que je venais de côtoyer. La nuit s'étirait, ponctuée par les bruits de la ville qui mourait lentement, le cri lointain d'une sirène, le claquement d'une portière, une dispute d'ivrogne dans la rue en bas. Chaque son me faisait sursauter. C'est alors qu'un autre souvenir m'est revenu en mémoire. Une conversation, quelques jours plus tôt. Julien m'avait parlé, à demi-mot, d'un projet qui dépassait le cadre de nos activités militantes habituelles. Il prétendait détenir des informations compromettantes, pas seulement sur l'administration de l'université, mais sur certains financements occultes liés à des notables de la ville. C'est une bombe, Alain, m'avait-il dit avec son sourire carnassier. Un article qui fera plus de bruit que tous nos tracts réunis. Je vais les démasquer, ces bourgeois respectables. Sur le moment, j'avais pensé qu'il exagérait. Comme souvent, c'était sa nature de dramatiser, de se voir en héros d'un grand roman révolutionnaire. Mais cette nuit, dans le silence de ma chambre, ces paroles prenaient une résonance plus sinistre. Et si ce n'était pas du bluff? Et si Julien, dans son arrogance, avait mis le doigt dans un engrenage qui le dépassait? Marc n'était peut-être pas son seul ennemi, il en avait peut-être d'autres, plus âgés, plus puissants et bien plus dangereux. Épuisé, je me suis finalement assoupie dans les premières lueurs grises de l'aube. Mon sommeil fut court et agité, peuplé de rêves confus, où le visage en colère de Marc se superposait à la silhouette solitaire d'Élise sur le pont. Je fus réveillée en sursaut par des coups violents frappés à ma porte. Le soleil était déjà levé, projetant des carrés de lumière pâle sur mon plancher. J'ai regardé ma montre, 9 heures passées. J'avais manqué mon premier cours. « Alain, ouvre, c'est moi, Pascal !» La voix était haletante. Paniquée, j'ai ouvert la porte. Pascal se tenait sur le palier, son appareil photo en bandoulière comme un membre fantôme. Il était livide. Ses cheveux, habituellement en bataille artistique, lui collaient au front. Il tremblait. « Pascal, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu un fantôme ?» ai-je tenté de plaisanter. La gorge sèche. Il a secoué la tête, incapable de parler pendant une seconde. Il a repris son souffle, les yeux écarquillés par une horreur que je ne comprenais pas encore. « Alain, c'est Julien. » Mon estomac se noua. J'ai pensé à un accident. Une mauvaise blague. « Quoi, Julien? Il a fait une bêtise? Il a été arrêté ?» Pascal a fermé les yeux, comme pour retenir des larmes, ou une image insoutenable. Sa voix n'était plus qu'un murmure brisé, un souffle qui peinait à sortir. On l'a retrouvé, ce matin, près du canal. La police est partout. Il a marqué une pause, et chaque seconde de ce silence semblait durer une éternité. Il est mort, Alain. Julien est mort. Le mot « mort » a brisé le silence de ma petite chambre, comme une pierre jetée à travers une vitre. Pendant un instant, le temps s'est suspendu. Le visage de Pascal était flou. Les bruits de la rue avaient disparu. Je ne ressentais qu'un vide glacial dans ma poitrine, et le son de mon propre sang qui battait dans mes oreilles. Julien, mort? L'idée était absurde, grotesque. Julien était une force de la nature, une concentration de vie et d'énergie trop intense pour être simplement éteinte. Il était l'homme des futurs radieux, des grands soirs, des lendemains qui chantent, pas des matins blêmes et des draps blancs à la morgue. Comment ai-je réussi à articuler? Ma voix rauque. « Je ne sais pas », a répondu Pascal, passant une main tremblante dans ses cheveux. Je suis allée à la fac pour le cours de linguistique. Il y avait une agitation anormale près du canal, des gyrophares. J'ai entendu des gens parler. J'ai reconnu sa veste en jean, celle qu'il portait hier, sa veste en jean. Un détail si trivial, si concret, qu'il a rendu la nouvelle horriblement réelle. L'image de la photo prise la veille m'est revenue en flash. Julien, au centre, arrogant et magnifique dans cette même veste. Un cliché de vie devenu un épitaphe. Nous ne pouvions pas rester là. Un besoin impérieux de bouger, d'agir, de confronter cette réalité nous a saisis. Nous sommes descendus en silence, comme des automates, et nous nous sommes dirigés vers l'université. C'était notre centre du monde, le seul endroit où nous pouvions espérer trouver un sens à ce chaos. Le campus était méconnaissable. L'habituelle effervescence estudiantine,
avait laissé place à une atmosphère lourde, faite de chuchotements et de regards horrifiés. Des petits groupes s'étaient informés sur les pelouses, devant les bâtiments. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Nous avons vite retrouvé les autres membres de notre groupe, ceux de la photo. Sophie était en larmes dans les bras de Jean-Pierre, qui fixait le vide d'un air hébété. Leurs visages traduisaient la même incrédulité que la nôtre. Nous nous sommes regroupés instinctivement, une poignée de naufragés cherchant un radeau dans la tempête. Mais notre cercle était incomplet. 2 absences pesaient plus lourdement que toutes les présences. Marc n'était pas là, et Élise non plus. Personne ne les avait vus ce matin. L'absence de Marc était inquiétante. Celle d'Élise était déchirante. Je repensais à son visage sur le pont, à sa silhouette frêle face à l'eau noire. Une peur irrationnelle m'a étreint, et si elle aussi, je n'ai pas osé formuler cette pensée. C'est alors qu'ils sont arrivés. 2 hommes en imperméable beige, sortis d'un roman policier des années 50. Le plus âgé, un homme au visage buriné et au regard las, s'est approché de notre groupe. « Lequel d'entre vous est Alain Rocher ?» a-t-il demandé d'une voix calme, dénuée de toute émotion. J'ai levé la main, le cœur soudain au bord des lèvres. « Inspecteur Dubois », s'est-il présenté. « Police judiciaire, je crois que nous devons avoir une conversation. Vous et vos amis étiez proches de Julien Delaunay, n'est-ce pas ?» Le mot « étiez » a résonné comme un coup de marteau. Nous n'étions plus un groupe d'amis en deuil. Nous étions des témoins, et peut-être des suspects. L'inspecteur nous a conduits un peu à l'écart, près des marches où nous avions posé pour la photo moins de 24 heures plus tôt. L'ironie était cruelle. Ses questions étaient directes, précises. Il voulait reconstituer la soirée de la veille. Où étions-nous allés après la photo? Qui était présent? Y avait-il eu des tensions? Le mot était faible. Je me sentais prise au piège. Parler, c'était trahir. Se taire, c'était mentir. J'ai regardé Pascal, Sophie, Jean-Pierre. Leurs regards me disaient la même chose. Nous devions dire la vérité. J'ai donc raconté. La discussion au café Le Progrès, l'arrivée de Marc, la dispute, les insultes. J'hésitais, cherchant à minimiser, à contextualiser. Mais l'inspecteur Dubois avait un don pour extraire l'effet brut de mes phrases embarrassées. Quelle était la nature exacte de leur relation? A-t-il demandé. C'était une rivalité, intellectuelle, politique, ai-je expliqué maladroitement. Rien de personnel? Le regard de Marc sur Élise la veille m'est revenu. Si, probablement aussi. Puis, la question fatidique est tombée. Des menaces ont-elles été proférées? Le silence s'est fait. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je sentais le poids de la parole de Marc. Cette phrase lancée dans le café enfumé, qui passait du statut de simple colère à celui de mobile potentiel. Il a dit quelque chose, ai-je murmuré. Quoi exactement, monsieur Rocher? A insisté Dubois, ses yeux gris ne me lâchant pas. J'ai dégluti. Il a dit, un jour, quelqu'un te fera taire pour de bon, Julien. J'ai vu le regard de l'inspecteur s'aiguiser. Il a échangé un signe de tête avec son collègue, qui notait tout dans un petit carnet. Je venais de poser une cible sur le dos de Marc. Le sentiment de nausée s'est intensifié. Et ce Marc, où est-il? L'avez-vous vu ce matin? Non, avons-nous tous répondu en chœur. Et mademoiselle Élise Vasseur, la petite amie de la victime? Nous ne l'avons pas vue non plus, a dit Sophie, la voix brisée par un sanglot. L'inspecteur s'est tourné vers moi. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Au café. Elle est partie seule, avant tout le monde, ai-je répondu, mon cœur battant la chamade. L'image du pont a surgi dans mon esprit. Devais-je en parler? Raconter sa détresse? Cela la rendrait suspecte. C'était un moment privé, une fragilité que je ne me sentais pas le droit d'exposer à la froide analyse de la police. J'ai gardé le silence. C'était mon premier secret, mon premier mensonge par omission. L'inspecteur a soupiré. Bien, il semble que nous devions avoir une conversation avec monsieur Marc Tissot. Dans son ton, Marc n'était déjà plus un étudiant. Il était le suspect numéro 1. Et c'est à ce moment-là, alors que les policiers commençaient à se disperser pour organiser leurs recherches, qu'elle est apparue, Élise. Elle remontait la grande allée du campus, marchant d'un pas lent mais assuré. Elle portait les mêmes vêtements que la veille. Ses cheveux blonds étaient défaits, son visage était d'une pâleur de cire, mais ses yeux verts étaient secs. Terriblement secs. Elle n'avait pas l'air d'une femme en deuil, mais d'une somnambule qui venait de traverser un cauchemar. Elle s'est arrêtée devant notre groupe, devant les policiers. Le monde autour d'elle semblait s'effacer. Elle nous a regardés un par un, son regard s'attardant une seconde sur moi, avant de se fixer sur l'inspecteur Dubois. « C'est vrai ?» a-t-elle demandé. Sa voix était un souffle, à peine audible, mais elle a tranché l'air comme une lame de rasoir. Tous les yeux étaient rivés sur elle, notre chagrin, notre peur, notre suspicion. Et surtout, le regard soudainement intense et calculateur de l'inspecteur. Marc était l'absent, le suspect, évident. Mais Élise, par sa présence étrange et son calme surnaturel, venait de devenir le centre de l'énigme. L'arrivée d'Élise a eu l'effet d'un électrochoc. Elle était le centre manquant de notre équation brisée, et sa présence a cristallisé toute la tension et le chagrin qui flottèrent dans l'air.
L'inspecteur Dubois l'a observé un long moment, son regard de vieux chasseur évaluant une proie inattendue. Sans un mot, il lui a fait signe de le suivre. Ils se sont dirigés vers le bâtiment de l'administration, la laissant nous adresser un dernier regard vide. Insondable. Nous sommes restés sur les marches, une petite foule de témoins orphelins, à regarder la porte se refermer sur elle et sur les secrets de la nuit dernière. L'attente fut une torture. Nous étions suspendus dans un vide angoissant, oscillant entre la loyauté envers nos amis et la peur grandissante de la vérité. Chacun se réfugiait dans ses pensées. Pascal vérifiait machinalement les réglages de son appareil photo, un geste absurde pour se raccrocher à une normalité qui n'existait plus. Sophie avait cessé de pleurer, remplacée par une sorte de stupeur résignée. La conversation, quand elle venait, était décousue, paranoïaque. « Ils pensent que c'est Marc », a soufflé Jean-Pierre. « C'est évident. La dispute, la menace, il a dû péter les plombs. Marc est sanguin, mais ce n'est pas un meurtrier », a protesté Sophie. Mais sa voix manquait de conviction. Nous cherchions tous l'explication la plus simple, la plus rationnelle, pour contenir l'horreur. Un crime passionnel, une rivalité qui a mal tourné. C'était une histoire compréhensible, presque rassurante dans sa tragédie classique. Pendant ce temps, dans un bureau anonyme qui sentait la poussière et le café froid, Élise faisait face à l'inspecteur Dubois. Je l'ai appris plus tard, par des bribes, des confidences. Mais je peux l'imaginer. Je peux imaginer son calme glacial face aux questions précises de l'inspecteur. Oui, elle a confirmé la dispute au progrès. Non, elle n'a pas été surprise par sa violence. Leur joute verbale devenait de plus en plus personnelle depuis des mois, a-t-elle expliqué d'une voix égale. Et votre relation avec la victime, a sondé Dubois. Tout allait bien, c'est là qu'a dû apparaître la première fissure. Non, inspecteur, tout n'allait pas bien. Nous allions nous séparer. J'allais quitter Julien. La révélation a dû tomber sans aucun pathos, comme un simple fait. Je n'en pouvais plus. J'ai tout fait. Il voulait me posséder. Pas m'aimer. Le mobile venait de changer. Ce n'était plus seulement la jalousie de Marc, c'était aussi le désir de liberté d'Élise. Dubois a dû la regarder fixement. « Où êtes-vous allée après avoir quitté le café, mademoiselle Vasseur ?»« J'ai marché. »« Marché où ?»« Je ne sais plus. Partout. Le long des quais, dans la vieille ville. J'avais besoin d'air, de mettre de la distance. Quelqu'un peut confirmer vos dires ? Avez-vous parlé à quelqu'un ? Non. J'étais seule. Un alibi aussi fragile qu'une toile d'araignée. Je l'imaginais. Prononçant ces mots, sachant pertinemment qu'il la plaçait dans une position intenable. Et c'est sans doute pour cela qu'elle a sorti son arme, une information si déstabilisante qu'elle allait redéfinir toute l'enquête. « Inspecteur », a-t-elle dû dire en penchant légèrement la tête. « Vous pensez que c'est Marc, n'est-ce pas, à cause de leur rivalité. Mais vous faites erreur. La menace qui pesait sur Julien ne venait pas de notre petit cercle d'étudiants. » Dubois a levé un sourcil. « Éclairez-moi. Julien n'était pas qu'un militant idéaliste. Il était devenu imprudent, arrogant. Il avait trouvé des documents, des preuves de malversation financière, impliquant des gens importants de cette ville, des professeurs, des politiciens locaux. Il ne voulait pas seulement les dénoncer, il voulait les faire payer. Le mot flotta entre eux. Vous voulez dire qu'il les faisait chanter ? C'est le mot qu'il n'aimait pas, mais oui. Il appelait ça une contribution forcée à la cause révolutionnaire. Il avait un rendez-vous, hier soir, après notre dispute, pour un dernier versement, je crois. Il m'a dit que ce serait fini après ça. La bombe était lâchée. Julien n'était pas seulement la victime d'une querelle d'étudiants. Il était peut-être celle d'un règlement de compte bien plus sordide, impliquant des gens puissants et désespérés. Élise venait d'offrir à la police un bataillon de nouveaux suspects, anonymes et bien plus dangereux que Marc. Elle se protégeait, mais disait-elle la vérité ? Pendant ce temps, à l'extérieur, la nouvelle de la disparition de Marc s'est confirmée. Un des collègues de Dubois est venu lui parler à voix basse. La police s'était rendue à son appartement. La porte était déverrouillée, la chambre en désordre, et Marc était introuvable. Il était officiellement en fuite. Pour tout le monde, c'était un aveu. L'étau se resserrait autour de lui. L'histoire semblait écrite. Quand Élise est enfin sortie du bâtiment, le soleil était plus haut dans le ciel. Son visage était toujours aussi pâle, mais il y avait une lueur nouvelle dans son regard, une forme de défi. Elle a traversé notre groupe sans un mot et s'est éloignée, nous laissant avec nos doutes et nos peurs. L'inspecteur Dubois nous a congédiés, nous demandant de rester à la disposition de la police. Le groupe s'est disloqué. Chacun est parti de son côté, emportant son propre fardeau de chagrin et de suspicion. L'onde de choc nous avait séparés, transformant notre deuil collectif en une série de solitudes angoissées. Je suis restée seule sur les marches, paralysée. Tout le monde voyait Marc comme le coupable. C'était simple, logique, visible. Mais les paroles d'Élise, que j'avais devinées plus que je ne les avais entendues, semaient le doute. L'histoire de ce chantage. Cela correspondait aux allusions que Julien m'avait faites. Je ne pouvais pas rester là à attendre. La police allait suivre la piste de Marc, la plus évidente. Mais si la vérité était ailleurs, si elle était cachée dans les affaires de Julien, dans les preuves qu'il avait rassemblées, une idée folle a germé dans mon esprit. Une idée dangereuse. L'appartement de Julien. Il habitait une petite mansarde à quelques rues de là. La police n'y était peut-être pas encore. Ou n'avait pas encore commencé à fouiller sérieusement. Je devais y aller. Je devais trouver cet article, ces documents,
avant eux. Je ne savais pas ce que je cherchais, une preuve de la culpabilité de Marc ou une confirmation de l'histoire d'Élise. Je savais juste que je ne pouvais plus être un simple spectateur. Le chroniqueur silencieux devait entrer en scène. L'immeuble où vivait Julien était un de ces vieux bâtiments du centre-ville, avec un escalier en bois qui gémissait sous chaque pas. En montant les 6 étages jusqu'à sa mansarde, chaque craquement me semblait crier ma présence au monde entier. J'avais le cœur au bord des lèvres, un mélange de peur et de détermination. La clé de secours était là où il la laissait toujours, sous le paillasson élimé. Un pacte de confiance entre amis qui me semblait aujourd'hui une violation, une profanation. La porte s'est ouverte sur un silence de tombeau. L'appartement de Julien lui ressemblait, un chaos intelligent. Des piles de livres s'élevaient, comme des tours instables. Des affiches politiques couvraient les murs en pente. Et sur son bureau, sous la petite lucarne qui donnait sur les toits, un verre de vin à moitié vide et un stylo posé sur une page blanche attendaient un propriétaire qui ne reviendrait jamais. L'air était lourd de sa présence absente. Je pouvais presque l'entendre déclamer une citation de Lénine ou allumer une cigarette avec un geste théâtral. Je me suis mis au travail, avec la frénésie d'un voleur. J'ai fouillé son bureau, secouant les livres, feuilletant les dossiers. Je cherchais le fameux article, la bombe, qui devait faire trembler la ville. Je n'ai trouvé que des ébauches de tracts, des notes de cours, des lettres, rien. J'ai regardé sous son lit, dans son armoire. Rien qui ressemble à un dossier compromettant. La piste d'Élise, ce récit de chantage et de rendez-vous secret, commençait à me sembler ce qu'elle était peut-être. Une fiction brillante destinée à égarer la police. L'histoire simple et brutale revenait me hanter. Marc, fou de rage, avait attendu Julien dans l'ombre. J'étais sur le point d'abandonner, me sentant stupide et sacrilège. Assis sur le bord de son lit, j'ai passé la main sur une pile de livres posée sur sa table de chevet. L'un d'eux a attiré mon attention. C'était un recueil de poèmes de Rimbaud, son préféré. Il était usé, corné, mais en le prenant, je l'ai trouvé étrangement léger. Je l'ai ouvert. Les pages du milieu avaient été soigneusement découpées pour former une cachette, et à l'intérieur, il n'y avait pas de dossier secret. Il y avait un petit carnet noir, un journal intime, le vrai sanctuaire de Julien, bien plus secret que n'importe quel complot politique. Je me suis assis sur le sol, et j'ai commencé à lire les dernières pages, ma main tremblant légèrement. L'écriture de Julien était nerveuse, presque illisible par endroits. Les premières lignes parlaient de politique, de ses espoirs et de ses frustrations. Mais très vite, le ton changeait. Il ne parlait plus que d'Élise. 15 octobre, elle s'éloigne. Je la sens m'échapper comme du sable entre les doigts. Elle ne me regarde plus avec la même flamme. Mes mots, mes idées, tout ce qui l'a fascinée semble aujourd'hui la lasser. Elle dit que je l'étouffe. Comment l'amour peut-il étouffer ? 16 octobre, la dispute avec Marc m'a humiliée devant elle. Je l'ai vu dans son regard. Ce n'était pas de l'admiration, mais de la pitié. Je lui ai parlé de mon « enquête », pour la réimpressionner, pour lui montrer que je n'étais pas qu'un agitateur de campus. J'ai brodé, exagéré. Je crois qu'elle n'a pas été dupe. Elle voit clair en moi, et cela me terrifie. Mon cœur s'est serré. Le complot de chantage n'était qu'une façade, le panache d'un homme désespéré qui voyait son monde s'effondrer. La dernière entrée était datée d'hier, ou plutôt de la nuit dernière. L'encre était légèrement bavée, comme si une goutte d'eau ou une larme était tombée sur la page. 17 octobre, 23h. Elle est venue, après avoir quitté le Progrès, pour me le dire. C'est fini. Elle a prononcé les mots, simplement, froidement. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus respirer. Elle a repris ses derniers livres et elle est partie. Je suis seule. Tout ce pourquoi je me bats n'a plus de sens sans elle pour le voir. La révolution sans amour n'est qu'une équation stérile. Puis, quelques lignes plus bas, la dernière chose que Julien ait jamais écrite. Minuit, on frappe. C'est Pascal. Je ne m'attendais pas à le voir. Il a l'air étrange. Il dit qu'il a croisé Élise en bas de la rue, en larmes. Il m'accuse. Il dit que je suis un monstre d'égoïsme, que je détruis tout ce que je touche. C'est la première fois que je le vois comme ça. Il y a de la haine dans ses yeux. Il est amoureux d'elle. Je l'ai toujours su, au fond. Je me suis moquée de lui. Je lui ai ri au nez. Je lui ai dit qu'un type comme lui, un simple technicien de l'ombre, ne pourrait jamais la voir. C'était cruel. Il a posé son sac photo. Il a sorti son trépied. Il le tient. Il me regarde avec des yeux que je n'avais jamais vus. Il dit que je ne lui ferai plus jamais de mal. Le carnet m'est tombé des mains. Le choc m'a laissé sans souffle. Pascal, le doux Pascal, le photographe discret, l'artiste en retrait, celui qui avait figé notre dernier moment de bonheur. C'était lui. Il n'avait pas supporté de voir Élise anéantie par l'homme qui l'aimait en secret. Julien, dans son arrogance et sa douleur, avait dû le pousser à bout avec la cruauté la plus abjecte. Et l'ombre avait dévoré la lumière. L'observateur était devenu l'acteur principal. Tout s'est mis en place. La fuite de Marc n'était qu'une tragique coïncidence. Il avait fui la ville, persuadé que personne ne croirait à son innocence. L'histoire d'Élise à la police n'était pas pour se protéger elle-même, mais pour le protéger lui, Pascal. Elle avait créé une armée de suspects fantômes,
pour détourner l'attention de l'homme qu'elle aimait probablement en retour. Son calme n'était pas de la froideur, mais la détermination d'un soldat défendant sa dernière position. J'ai ramassé le carnet. Je suis sortie de l'appartement, laissant le fantôme de Julien à sa solitude. J'ai marché jusqu'au commissariat, le petit livre noir pesant 1 tonne dans ma poche. Aujourd'hui, des décennies plus tard, la photo de groupe est toujours sur mon bureau. Le papier est jauni, les coins sont écornés. Mais je ne vois plus la même chose. Je ne vois plus une bande de jeunes idéalistes pleins d'avenir. Je vois une tragédie grecque, figée sur pellicule. Je vois Julien, le roi arrogant, aveuglé par son orgueil. Je vois Marc, le rival dont la colère a fait un coupable parfait. Je vois Élise, la belle Hélène dont l'amour a déclenché une guerre silencieuse. Et je vois Pascal, juste au bord du cadre, à moitié caché derrière son appareil, l'assassin invisible qui a commis un crime par amour avant de se cacher à nouveau derrière son objectif. Et enfin, je me vois, le chroniqueur, le dernier témoin qui a dû raconter leur histoire. Pascal a été condamné. Élise lui a écrit chaque semaine en prison. Marc n'est jamais revenu. La photo est tout ce qu'il reste. Un instantané d'un automne de 1972, capturant avec une précision cruelle la lumière de nos sourires, juste avant que l'obscurité ne les dévore tous.